Et donc, les mentions sont obligatoires et interdites. On va parler aussi de ce qui est obligatoire, ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire sur un miel aussi, avec les réglementations étiquetage. Et puis, on parlera aussi un peu, ben, effectivement, de l'objectif d'étiquetage, hein, qui est, comme vous le savez, qui a un objectif de transparence, de traçabilité et de loyauté du consommateur contre les pratiques trompeuses. Et c'est le rôle de la DDP, la Direction des fraudes, de contrôler les apiculteurs. Donc, on va essayer de parler un peu de tout ça, voir comment on peut essayer de vendre aussi, d'être vendeur sur son étiquette sans enfreindre la loi, en restant un peu dans les clous. Voilà, on peut passer au suivant. Foucault. Voilà, donc rapidement, il y a une règle européenne, hein, une directive européenne, qui définit les règles de la composition de l'étiquetage du miel pour garantir la qualité. Il y a un règlement au niveau européen qu'on appelle le règlement INCO qui impose des informations claires et loyales aux consommateurs, et notamment sur les denrées alimentaires, y compris le miel. C'est une réglementation plus large européenne. Et il y a une application aux produits de la ruche qui s'applique au miel, au pollen, à la gelée royale et propolis aussi. Alors, concernant les mentions obligatoires, je vous ai fait un petit screen sur la gauche, hein. On pourrait vous transmettre ce fichier en fin de webinaire, hein, si vous le souhaitez, je pense, avec l'avis de Foucault. Globalement, aujourd'hui, les mentions obligatoires sur l'étiquette, vous l'avez rapidement sur la gauche, c'est la dénomination de vente, c'est les points nets, c'est la date de ce qu'on appelle la DDM, la date de durabilité minimum, voilà, qui est, si mes souvenirs sont bons, on peut aller jusqu'à 3 ans à la date de mise en pot. 3 ans à la date de mise en pot pour le miel, et avec effectivement le nom, votre adresse et le numéro de lot. Voilà, sauf si la DDM fait office de numéro de lot. Si vous n'avez pas assez de place sur l'étiquette, n'hésitez pas à utiliser la DDM comme le numéro de lot. Ça vous évite d'avoir une ligne de plus, quoi. C'est plus simple. Par exemple, si la DDM aujourd'hui, vous conditionnez le miel demain est à novembre 2028, eh bien, vous pouvez très bien marquer 11 2028. Ou par exemple, si c'est demain, c'est le 21, ça peut être le 21 11 28, votre DDM, et qui fait aussi office de numéro de lot pour une traçabilité sur vos conditionnements. Les pays d'origine, ça vous connaissez la réglementation qui, en France, a été, grâce à l'UNEF notamment, permet aujourd'hui d'apporter de la transparence vis-à-vis des consommateurs face au miel de mélange qui était souvent un peu illicite. Et après, effectivement, il y a les mentions non obligatoires sur les codes barres, les QR codes et le texte descriptif du produit. Et le logo est très important parce qu'aujourd'hui, on parlait de packaging tout à l'heure avec Christian. Euh, on est tous des consommateurs, hein, quel que soit, un peu plus avertis parce que vous êtes au quotidien dans le miel, pour le porte du miel, donc peut-être un peu moins objectif. Mais aujourd'hui, face à des linéaires, que ce soit sur les marchés, hein, ou que ce soit en grande surface, le consommateur est très, très attiré par le packaging. C'est un élément très important. On parle tout à fait de ce qu'on appelle le storytelling, raconter un peu son histoire, transporter un peu les gens vers ce qui fait votre spécificité, votre authenticité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un sujet très important. C'est un peu comme une bouteille de vin. Aujourd'hui, ben, la décision, le packaging est très important, en tout cas pour le choix. Le premier choix lorsqu'on ne connaît pas une marque ou un miel, par exemple. Voilà, donc on parlera aussi un petit peu aussi de la gérée, de la propolis tout à l'heure. Donc les mentions interdites, pour commencer, globalement, pour le miel, les mentions qui sont interdites, qui sont plutôt, sur lesquelles on peut avoir des soucis vis-à-vis de la DDP, c'est notamment le terme pur miel, dans le sens où par nature, le miel, pour l'administration, est pur par nature, puisque le miel est soumis à une réglementation très stricte, hein, issue du nectar des fleurs, et donc il est naturellement pur. Donc le pur miel, c'est un peu considéré comme un terme comment dire, qui met le consommateur en erreur pour dire que le miel ne serait pas pur. Le mot miel naturel, le mot naturel aussi est interdit. Et également le 100% naturel aussi. Alors le tout de fleur, c'est aussi quelquefois, mais après ça dépend, sont des fois prohibés pour éviter la tromperie. Mais le tout de fleur, c'est quand même relativement accepté dans certains cas, lorsque vous êtes sur des multifleuraux de printemps ou d'été, ça c'est un peu moins grave. Concernant la gelée royale, on est un peu sur la même chose. Les mentions pures et naturelles associées à la gelée royale ou fraîches sont interdites pour garantir la conformité. Et sinon, les origines proscrites aujourd'hui, il y a des mentions vagues comme le miel du pays sans précision. On va dire que c'est un petit peu à l'appréciation du contrôleur, parce que vous êtes tous dans des départements différents en France,
Et par expérience, chaque contrôleur a son interprétation. Voilà. Donc, si vous voulez, dans certains cas, certains considèrent que le mot miel de pays, c'est une tromperie. Voilà. Mais bon, là-dessus, ça reste un peu plus aléatoire. Et concernant les allégations de santé, on va en parler après. Il y a aussi des allégations qui se font, qui sont des allégations qui sont également un peu considérées comme médicales et qui, elles, peuvent vous poser des soucis, puisque notamment sur le miel ou la propolis, on peut effectivement avoir tendance à dire oralement que c'est un antiseptique ou antibactérien, ou que ça soigne la toux. Tous ces mots-là, soigner, guérir, antiseptique, antibactérien, c'est vraiment prohibé. Et pour être constructif dans le débat, vous allez trouver dans les slides suivantes des propositions alternatives qui, elles, sont plutôt acceptées. Donc, les mentions autorisées aujourd'hui, bon, rapidement là, c'est les mentions formulées par l'administration. On est sur, pour les miels, les origines géographiques comme miel d'acacia ou miel de Provence, sous réserve que ce soit vérifiable. Donc, pour le miel d'acacia, c'est sous réserve qu'il y ait une analyse pollinique associée à l'analyse gustative, hein, qui soit caractéristique que l'on fait du miel. Et pour le miel de Provence, on est face aussi à des AOP ou dans certains cas où on doit être en règle et on ne peut pas utiliser notamment certains AOP si on n'est pas membre de l'AOP. Voilà. Concernant les critères physiques acceptés, le miel crémeux ou les miels en rayon eux, sont tout à fait acceptés. À partir du moment où on parle de caractéristiques physiques, et puis on parlera après d'allégations nutritionnelles qui, dans certains cas, notamment pour la gelée royale, peuvent être utilisées. C'est ce que j'ai fait dans l'entreprise à l'époque, puisqu'on avait des analyses automatiquement par l'eau de produits de gelée royale qui nous permettaient d'avoir la preuve vis-à-vis de l'administration, de démontrer par analyse que le lot de gelée royale comptait bien un certain pourcentage de vitamine B à l'analyse et qu'on pouvait utiliser le mot source ou riche, puisqu'il y a un règlement allégation qui est très clair aujourd'hui, qui est le règlement CE 1924-2006, qui date de 2006, qui a l'avantage de pouvoir aujourd'hui utiliser des termes rattachés à des analyses, alors qu'on était avant 2006 sur des interprétations de l'administration. Voilà, donc rapidement, pour synthétiser, donc là, vous avez un petit tableau avec les mentions obligatoires, les facultatives, les mentions interdites. Voilà. Voilà des allégations. Alors, vous avez juste avant, là, et après, on va passer à des choses un peu plus sympathiques avec l'offre, qui sont effectivement les termes. Et là, je vous ai fait un petit tableau avec deux colonnes, une colonne interdite, une colonne qui est autorisée avec des propositions. Christian pourra bien sûr compléter tout ça, puisqu'il est au quotidien avec ces sujets-là. Mais aujourd'hui, par exemple, le miel, on a vu que le pur miel, miel naturel, soigné de la toux, antiseptiques sont interdits. On peut parler de miel à l'état pur, mais pas pur, de récolter à froid, de récolter par l'apiculteur, hein, puisqu'en fin de compte, c'est par nature un apiculteur qui le récolte. Récolter dans le terroir, vous pouvez parler ici de notion de région, hein, de terroir. On peut parler, il y a des termes que j'utilisais beaucoup à l'époque pour le miel comme pour la propolis, qui étaient plutôt amis de la gorge, aillés de l'hiver, qui, en fin de compte, qui apportent une information qui est, on va dire, qui est compréhensible par le consommateur sur le bénéfice, sans avoir de termes médicaux, comme les mots antiseptiques ou soigne la toux. Et puis, vous avez aussi le meilleur vous pouvez parler aussi que le miel est meilleur que le sucre blanc, le pouvoir sucrant du miel. Pour la gelée royale, on peut effectivement parler vitamines si on a des analyses. Pour le pollen, on peut parler effectivement de sources de protéines, hein, voilà, et de fibres aussi, j'ai oublié les fibres, parce que le pollen est naturellement riche en fibres. Et pour la propolis, on peut parler effectivement de protection de la ruche, désinfectant naturel des abeilles et de tous les bienfaits en cas de refroidissement. Voilà. Alors maintenant, on va parler un petit peu du contexte global et de l'objectif de la diversification apicole. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, bon, globalement, le secteur apicole évolue sous l'effet d'une demande forte aujourd'hui pour des produits naturels, mais sains et innovants. Globalement, on est aujourd'hui dans un contexte global où le marché des compléments alimentaires explose, compléments alimentaires naturels, hein, les pharmacies en sont aujourd'hui dépourvues, hein, elles vendent presque plus ça que les médicaments. Et aujourd'hui, cette tendance globale va dans le sens de la consommation, du bien-être, des besoins de bien-être des consommateurs. Avec des défis aujourd'hui qui sont des défis économiques, hein, climatiques, avec les enjeux climatiques et le dérèglement climatique que vous connaissez tous, et l'impact sur la récolte de miel.
Et puis des défis commerciaux aujourd'hui avec un monde qui change, avec des consommations, des lieux de consommation qui changent beaucoup, beaucoup aujourd'hui et où il y a 20 ans, lorsque je me rappelle dans les années 90, sur les marchés, on vendait encore des pots de miel en seaux de 3 kilos, en pots de 1 kilo. C'est pratiquement cette période est pratiquement révolue, puisqu'aujourd'hui, on trouve même, on va même chercher des miels, pas en monodose, mais en pot de 200 grammes, voire 150 grammes, pour toucher les consommateurs qui veulent aussi avoir 3 pots de miel au petit déjeuner plutôt qu'un gros un pot. Et notamment pour tous les couples. Les gens qui vivent seulement à deux. Et maintenant, il y a quand même de moins en moins, les familles sont de plus en plus petites, hein. Il y a beaucoup de retraités qui survivent aussi ensemble à deux. Et il faut penser aussi à cette offre aussi avec des emballages un peu plus petits pour pouvoir répondre à cette demande où les gens préfèrent avoir 3 pots de miel différents au petit déjeuner plutôt que d'en avoir un grand pot, quoi. Et puis l'innovation commerciale aussi pour mieux répondre au marché. Donc les produits traditionnels transformés rapidement, bah, vous les connaissez, hein, qui sont basiques aujourd'hui, qui sont les produits miel, pollen, gelée royale, propolis et géroel, ce que vous avez sans doute sur vos étals, hein, en version monoflorale, multiflorale, bio ou premium. Il y a effectivement aujourd'hui des produits qui sont transformés, innovants, on en parlera après, hein. Christian en a parlé tout à l'heure. Je vous donnerai des exemples précis en fin de discussion avec des idées aussi pour partager tout ça. Des confitures, des recettes bien-être ou gourmandes à base de miel et super fruits, hein, ou en huile essentielle et plantes, des pâtisseries, des compléments alimentaires à base de miel et propolis. Et puis les formats aussi, travailler le format et le packaging, hein, les formats pratiques et tendance. Pensez à ce que je viens de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de couples, de gens qui vivent à deux, hein, sans enfants, et qui sont des consommateurs de miel. Donc il faut penser en termes de format, des formats un peu plus petits et sur des formats un peu nomades. En cosmétique, on peut aussi innover avec la cire, la propolis et le miel, hein, pour fabriquer des crèmes, des baumes, des savons. Alors vous avez à la fois soit la distribution de marques qui sont présentes sur le marché français, qui distribuent auprès des apiculteurs, hein, je pense notamment à Polenia ou autres, et soit effectivement capacité à fabriquer quelques produits, notamment des baumes pour la peau, pour les lèvres à base de cire, qui est un marché qui reste intéressant, avec une offre bien-être qui est toujours croissante et une diversification assez forte. Et puis aussi, l'avantage, c'est on part aussi avec la cosmétique sur des modèles de fidélisation aussi, avec des segments un petit peu premium ou sur des gens qui veulent consommer des produits locaux. En termes de packaging, effectivement, on a parlé tout à l'heure, effectivement, on peut parler de barres énergétiques, hein, qui sont très tendance. Les gens consomment des barres aujourd'hui avec du miel, hein, par exemple, des céréales, hein, des infusions bien-être, qui sont des niches aujourd'hui, hein. Il y a des formats aussi aujourd'hui à réinventer. Des packaging éco-responsables et esthétiques, hein. Alors, certainement, bon, pour votre information, j'ai vécu dans ma carrière professionnelle, dans mes 20 ans de carrière autour du miel, beaucoup de tests et notamment, je peux vous partager une étude qu'on avait réalisée avec des clients qui étaient derrière une vitre de verre qui était opaque, donc nous on les voyait de l'extérieur, avec une société parisienne spécialisée en études de marché, et notamment on leur présentait des pots de miel en pot de verre, et on leur proposait des pots à l'époque qui étaient en PET, hein, qui était une sorte de plastique plutôt maintenant qui peut se recycler et qui était très très proche du verre en train de ressemblance. Et très clairement, le miel reste, je me rappelle de la conclusion de cette étude-là et des réactions des gens, le miel est très rattaché au verre, voire éventuellement au pot traditionnel aussi. Mais le pot de verre, c'est quelque chose de très fort et très rattaché à la qualité en termes de perception pour les consommateurs. Donc, on est sur quand même des emballages assez traditionnels, ce qui n'empêche pas d'innover, mais le verre reste quelque chose de très affectif. Et puis également, en termes d'innovation, on peut aussi, on approche de Noël, je vous invite aussi à développer des coffrets cadeaux personnalisés. Des coffrets tout prêts que vous pouvez présenter par thème, hein, sur vos marchés, sur vos étals, parce qu'aujourd'hui, on est une société aujourd'hui, certes, l'économie est compliquée en ce moment. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ne vivent pas bien, mais on a quand même une partie des gens qui cherchent quoi offrir.
Et aujourd'hui, on revient sur des cadeaux utiles, alimentaires ou autres. Et je vous invite à faire des coffrets tout prêts que vous présentez avec des thématiques hein, qui peuvent être bien-être, qui peuvent être plutôt gourmandes. Vous associez dans un petit coffret carton sympathique, vous en trouvez chez Métro sans avoir de gros frais, des coffrets prêts à présenter qui vont donner des idées à vos clients. Et il y a des moments comme ça de consommation entre les anniversaires. Essayez de développer l'offre cadeau aussi autour de vos produits parce qu'il y a aujourd'hui le fait de montrer, ça donne des idées aux gens. Il faut savoir qu'il y a une partie des gens aujourd'hui qui ne savent pas ce qu'ils vont offrir pour Noël. Naturellement, essayez de provoquer cette envie vis-à-vis des consommateurs et surtout en ces périodes-là et à plusieurs moments au cours de l'année. Donc, mettez en avant des idées de coffrets cadeaux par thème. Voilà. Donc, on va parler d'innovation pour créer de la valeur, hein, pour créer de la valeur ajoutée. Globalement, aujourd'hui, il est important de segmenter l'offre des produits aux besoins spécifiques des clients. Aujourd'hui, vous avez des clients qui vont rechercher plutôt l'authenticité des produits, qui vont rechercher que des produits traditionnels. Ils ne jurent que par le pot de miel traditionnel, le pot de pollen traditionnel, la propolis à l'état pur à mâcher. Et puis, vous avez une clientèle aujourd'hui plus urbaine hein, aussi, qui est aujourd'hui éduquée à l'innovation et qui va plutôt rechercher aussi des produits un peu plus innovants, un peu plus tendance. Donc, essayez de trouver dans ces deux offres à bien segmenter votre offre pour que tout soit bien clair et que votre marque se soit pas trop mélangée, donc en étant clair. Et il y a un point très important, c'est le storytelling. C'est raconter l'histoire du miel, parce que le miel, ça reste un produit, c'est un produit qui est très fort dans l'imaginaire, dans le conscient collectif, c'est un produit affectif. C'est un produit affectif d'abord parce qu'il y a un Français sur deux dans les études qui ne consomme jamais de miel, sauf lorsqu'il part en vacances. En fin de compte, les gens ramènent, il y a une partie des Français qui vont en vacances, ils ramènent toujours un pot de miel, le reste du temps, ils n'achètent pas de miel. Donc, c'est des consommateurs occasionnels, mais c'est rattaché à des lieux de vacances, des lieux en montagne, lorsqu'ils vont dans certaines régions de France. Et ça, c'est un produit très important. Donc, raconter l'histoire du miel, raconter son terroir. Quand vous vendez un pot de miel, ne vendez pas un produit, ne vendez pas du miel, vendez le terroir dans lequel vous l'avez récolté, transportez les gens, racontez une histoire. Il y a un lien émotionnel très fort sur ce produit-là. Essayez de les faire voyager, par exemple en leur disant, écoutez, ce miel-là, je l'ai récolté dans un champ qui est face à la montagne, qui est en magnifique, préservé de toute pollution. Vous transférez cette émotion vis-à-vis des consommateurs. Il faut faire voyager les clients pour vendre du miel et pas vendre un produit. On est vraiment dans l'affectif. C'est la différence des miels que vous achetez en grande distribution et encore même en grande distribution. Regardez les marketing de certaines grandes marques, hein. Je ne citerai pas le leader français, européen, mais qui a des marques et avec des packaging, on a l'impression que le miel, il vient du champ du voisin. Voilà. Et c'est très important vraiment de transporter vos clients dans ce sens-là. C'est vraiment un conseil que je peux vous donner pour avoir expérimenté ça et les gens ont besoin de ça. Et donc, en termes d'innovation produit, vous avez à la fois aujourd'hui trois niveaux d'innovation. L'innovation par les produits originaux et pratiques, répondre aux attentes des clients. La diversification des canaux de vente dont vous parlez, Christian, hein, les circuits courts, utiliser des circuits courts. Franchement, je suis comme Christian, je prône les circuits courts parce qu'en termes de création de valeur, vous maîtrisez votre discours commercial, vous maîtrisez votre prix de vente, vous maîtrisez vos marges, vous maîtrisez vos discours. C'est plus simple de vendre à la grande distribution du coin. Certes, c'est aussi important parce qu'il y a aussi maintenant des magasins, il y a certaines enseignes qui acceptent des produits locaux et ça facilite aussi la vie, ça permet de rentrer quand même de l'argent hein, dans les caisses pour les apiculteurs. Mais essayez au maximum d'utiliser les circuits courts. Euh, sur les réseaux sociaux, utilisez les photos quand vous êtes dans vos ruchers, essayez de faire rêver les gens, transporter les gens avec de belles images. Le e-commerce, c'est un sujet important. Maintenant, j'ai un peu pour un apiculteur seul, ça reste assez énergivore et ça demande beaucoup d'investissement. Le e-commerce, aujourd'hui, c'est un peu comme si vous ouvrez une boutique dans un énorme mall commercial avec des milliers de magasins. Il faut ressortir du lot, ça demande des investissements. Donc, ayez un site, au moins vitrine,
Mais utiliser les réseaux sociaux, c'est moins cher. Si vous pouvez utiliser la publicité géolocalisée pour mettre en avant vos produits, ce que vous pouvez faire de mieux, quoi. Et puis après, on va parler d'innovation tout à l'heure aussi, qui est l'innovation commerciale, hein. Ben, c'est essentiel, hein. L'innovation commerciale, c'est ce qu'on appelle le marketing, qui tend à donner envie au consommateur d'acheter votre produit plutôt qu'un autre miel par rapport à l'image qu'il peut dégager, quoi, qu'il va dégager. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à vous parler à vous parler de ça parce que personnellement, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de très bons produits, d'excellents produits apicoles sur tous les marchés de France et vous en faites partie et qui malheureusement des fois se vendent mal et des mauvais produits ou des mauvais miels qui se vendent très bien. Et malheureusement, ce qui fait la différence, c'est le packaging, c'est le discours et c'est ce que perçoit le consommateur, puisqu'il faut savoir qu'une grande partie des consommateurs, ils ne connaissent rien, quoi, malheureusement. Donc, pensez aussi à ça. Pensez à ça parce que l'objectif, quand même, c'est d'essayer de faire que vous essayez d'avoir en fin de ce webinaire quelques idées qui vous permettent de pouvoir développer de la valeur ajoutée pour mieux vivre de votre métier. Et puis, on parlera un peu de fidélisation aussi. Alors, aujourd'hui, autour de l'expérience client, ce qu'on appelle l'expérience client, aujourd'hui, le commerce, c'est pas uniquement le produit, hein. C'est pas uniquement le prix, c'est pas uniquement ça, parce que sinon, ça se saurait. L'expérience client, c'est ce qui fait que le client va se dire, mais quand je suis allé voir cet apiculteur sur les marchés, il m'a raconté son histoire, mais on s'est ruché, c'était génial. Et puis derrière, ben, il m'a proposé de venir de visiter des ruches. Alors effectivement, en moyennant un petit prix, quoi. Je propose aux clients urbains de venir visiter vos ruches. Vous leur mettez des voiles, et puis vous leur expliquez un peu. Et derrière, vous avez des gens, des urbains qui sont passionnés de ça aujourd'hui, qui ont besoin d'essayer d'organiser quelques visites, de concentrer ça pour que ce soit, pour pas non plus manger tout votre temps, de proposer des offres personnalisées. On peut aussi proposer des abonnements en disant client ou des coffrets cadeaux, on en a parlé tout à l'heure, mais de proposer des abonnements, hein. Ça peut être un abonnement en disant écoutez, je vous propose tous les mois, pourquoi pas créer un abonnement à vos clients, ben, tous les mois, ils ont un pot de miel. Et en s'abonnant, en quelque sorte, ils ont, grâce à leur engagement de prendre tous les mois un pot de miel minimum chez vous, ils ont une remise de 10%, par exemple. C'est aussi une solution. Et puis, vous prenez leur adresse ou vous échangez via les réseaux sociaux pour essayer de créer de l'interaction vis-à-vis des clients aujourd'hui. L'échange direct avec les clients, ça renforce la confiance. Et l'échange, c'est pas uniquement sur le point de vente, c'est aussi ben, via aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est via essayer d'organiser des choses, de sortir un peu aussi du cadre de uniquement les gens viennent sur le marché, ils prennent un pot de miel et puis derrière ils s'en vont. Et je les reverrai peut-être dans 3 mois, quoi. Essayer de trouver des solutions de fidélisation simples qui sont sympas parce que ça marche encore, ça fonctionne encore. Et voilà, donc les exemples concrets, je vais parler d'exemples assez simples pour vous aider un peu à quelques idées un peu, on parlera après de ça. Par exemple, là, vous avez en alimentaire, vous pouvez développer des miels, alors, ce que j'appelle les miels aromatisés. C'est pas vraiment le bon mot, mais Christian en développe aussi, hein. Chez Famille Marie, on a fait beaucoup, beaucoup de miel dans lequel on associait soit des huiles essentielles, soit on avait donc deux segmentations. Vous pouvez avoir une segmentation bien-être, notamment dans lequel vous associez au miel, qui naturellement, le miel a une image dans l'inconscient collectif, qui est une image de bien-être. Des extraits de superfruits, ça peut être de l'acérola, de l'extrait d'acérola, ça peut être de l'extrait de spiruline, ça peut être de l'extrait, par exemple, de ginseng, de gelée royale, bien sûr, mais ça, la gelée royale, c'est plus répandu. Travailler avec tous les superfruits, du curcuma, tout ce qui est un peu aujourd'hui dans l'air du temps, associé au miel, hein, sous des formes liquides, puisqu'on trouve aujourd'hui ce type de plantes en extrait à queue, et avec aussi des huiles essentielles, puisqu'on peut rajouter dans le miel entre 0,2% à, ouais, en moyenne, dans le pire des cas, c'est 1%, mais plutôt entre 0,2 et 0,5% d'huile essentielle. Le miel a l'avantage de pouvoir enfermer les huiles essentielles, éviter que les huiles essentielles s'évaporent. Et ça, c'est un produit, notamment, vous rajoutez 0,3% d'huile essentielle de menthe poivrée bio avec du miel d'acacia. C'est juste incroyable. On a l'impression de manger un after eight. Et ça, par exemple, c'est à la fois très bon et c'est bon pour la santé. Et aussi proposer des miels qui soient autour, effectivement, de l'offre gourmande. Donc, et on peut associer des extraits de fruits aussi avec le miel. Donc là, on est obligé quand même de marquer que ce sont des préparations à base de miel. On n'est plus dans
un produit qui s'appelle miel, on ne peut pas appeler ça miel, mais préparation à base de miel. La réglementation l'oblige aussi. À partir du moment où vous mettez 0,001% autre chose que le miel dans un pot, vous avez l'obligation de marquer préparation. À base de miel, on n'est plus dans le miel. Vous avez effectivement, pour le bien-être, des compléments à la GRL en propolis, en gélule, hein. Donc, il y a des laboratoires qui proposent aujourd'hui, en quantité très raisonnable, de vous proposer des étiquettes, soit sur mesure pour vous, soit avec leurs étiquettes. Et on trouve aussi en cosmétique la même chose, hein, des laboratoires aussi qui vous facilitent la vie pour ne pas passer votre temps non plus à refaire vos emballages. Et pour la maison, on peut aussi développer des bougies en cire, des bivraps. Bon, même si les bougies en cire, c'est un petit marché, hein, c'est un marché. Enfin, les gens sont souvent demandeurs, mais en fin de compte, il y a peu de gens qui en achètent. Et puis, voilà quelques exemples de produits diversifiés aussi, hein, autour de la ruche, qui sont les miels aromatisés premium. Donc, on parlait tout à l'heure de différents types de miel, hein. Je vous ai mis des exemples, hein. Le gingembre a très tendance actuellement. Vous pouvez faire des vinaigres aussi de miel, des moutardes au miel. Donc, les préparer vous-même il y a aussi des opérateurs français qui proposent et on va dire des grossistes en apiculture qui proposent, comme Ikovic, des produits de ce type-là, hein, qui permettent de diversifier votre offre. Des boissons, l'hydromel revisité aussi, qui sous une forme un peu plus moderne avec des fruits, peut-être pas en grande bouteille, mais en demi-bouteille. Bon, la bière est très tendance, donc effectivement, il y a quelques marques aujourd'hui, quelques personnes qui font aussi des bières au miel, hein. Il y a un marché là-dessus. Sirop limonade pour la partie boisson. Et sur la partie complément alimentaire, on est plutôt, effectivement, là, on a effectivement les quatre produits de la ruche, hein, enfin, sauf le miel, la gérole, la propolis et le pollen qu'on peut effectivement proposer sous des formes ampoules ou gélules. Donc, il y a aussi des laboratoires qui proposent, je laisserai Christian peut-être en parler de ça ou pas, mais j'imagine que vous en connaissez s'il y a besoin. Je pourrais vous en conseiller quelques-uns, mais des laboratoires qui proposent pour les apiculteurs indépendants des produits de ce type-là, personnalisés ou pas, en quantité raisonnable pour pouvoir avoir une offre différente. Mais dans la mesure du possible, essayer d'innover, de faire différent, d'aller voir ce qui se fait sur le marché, de ce que font les autres, et puis d'essayer d'être un peu différent, de préserver votre identité et l'identité de votre marque. Concernant les cosmétiques, bon, effectivement, il y a aussi un marché sur les cosmétiques. Je ne vous conseille pas d'avoir trop de références parce il faut que les stocks tournent aussi. Je vous conseille plutôt une crème ou deux anti-âge. Alors, les shampoings, c'est bien, mais il y en a partout et c'est un marché qui est un peu compliqué parce qu'il y en a partout à tous les prix, et y compris en bio aujourd'hui. Et l'offre est c'est un peu plus compliqué de valoriser les shampoings. Et sur les baumes, par exemple, les baumes réparateurs pour les crèmes mains ou les baumes pour le hydratant pour le visage ou les lèvres, ça fonctionne plutôt bien, ça. Puis en maison et déco, vous avez effectivement les bougies et les films alimentaires que vous connaissez peut-être réutilisables aussi à base de cire. Et puis les coffrets. Donc je vous le redis, développer des coffrets, on a l'approche de Noël, proposer des coffrets bien-être et des coffrets gourmands. Vous avez deux choses différentes. Vous avez des coffrets en carton très jolis chez Metro ou dans les sociétés enfin, les grossistes pour les magasins et en petite quantité et proposer des offres pour les fêtes. Les gens en ce moment cherchent quoi acheter, ils veulent offrir des cadeaux qui ont du sens. On a une période où les gens ont besoin de retrouver un peu de sens, même s'il y a un certain nombre de consommateurs qui vont aujourd'hui vers les produits asiatiques, textiles, qui sont des fléaux pour la planète. Mais essayez de proposer ça parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui aujourd'hui cherchent à offrir des cadeaux utiles et qui donnent sens et qui vont faire vivre en même temps un apiculteur local, quoi. Donc ça, je vous invite vraiment en ce moment à faire ça. Donc voilà quelques produits un peu innovants. Et on peut aussi aromatiser la gelée royale, hein, avec des extraits d'orange douce aussi, hein, ça existe sur le marché aussi, pour faire face à des consommateurs plus jeunes qui n'acceptent plus vraiment le goût amer et la difficulté de consommation de la gelée royale. Donc, avec moins de contraintes, essayer d'éliminer les contraintes maximum aussi de consommation, d'apporter des expériences sensorielles gustatives
Faites de la dégustation. La dégustation, c'est essentiel pour vendre un produit. Vous transformez le taux de transformation entre un produit qu'on fait déguster sur le point de vente et le produit, on parle du produit, le client a le pot dans la main. Vous avez un taux de transformation qui est pratiquement augmenté de 30 à 40% lorsqu'on fait déguster juste derrière l'argumentation de vente du produit lorsque le produit est gourmand. Les gâteaux, et puis autrement, voilà à peu près sur les différents points d'innovation pour être un peu synthétique, pour pas non plus rentrer trop dans les détails et que vous puissiez poser vos questions. Donc, donc pour rappel, la stratégie d'innovation, différenciation, c'est l'identité et le storytelling. Donc, parler de votre histoire, parler de faire transposer les gens dans vos ruchers, dans ce qu'il y a de plus beau, apporter-leur du rêve et de l'émotion à travers votre métier et de ce que vous vendez. Euh, on peut avoir tendance à parler très technique lorsqu'on est apiculteur. C'est souvent une erreur, hein. C'est un peu comme les vendeurs de voitures. Je me rappelle que on m'avait dit que les meilleurs vendeurs de voitures étaient les femmes. Parce que finalement, elles n'y connaissaient rien en moteur, mais elles parlaient de l'essentiel qui était la sensibilité sur la voiture, sur le look de la voiture, sur le confort à l'intérieur, les praticités de la voiture. Pensez bien que la majorité de vos clients ne sont pas des techniciens de l'apiculture. Et on peut avoir tendance des fois à noyer les clients, mais par passion, et ça, c'est pas de la mauvaise foi, au contraire, en parlant de choses très techniques autour de l'apiculture. Ce qui intéresse les gens, c'est ce que vous leur apportez de positif autour de votre récolte, du champ, du terroir où vous avez récolté le miel, de son goût, en le faisant goûter. Essayez d'apporter ça. Les gens ont besoin aujourd'hui d'avoir un discours positif dans une société où il y a tellement de discours négatifs et qu'aujourd'hui, le vendeur doit apporter du bien-être à ses clients. Et le bien-être, c'est aussi à travers un discours qui est positif, qui fait du bien. Voilà. Euh, pour les innovations produits, donc pour rappel, donc tout ce qui touche un peu la qualité, la naturalité. Bon, le bio, c'est pas indispensable. Le marché du bio a beaucoup explosé avant le Covid, hein, vous l'avez peut-être vu. Tout le monde voulait du miel bio. Ça, c'est vraiment un peu retombé comme une feuille morte, malheureusement, aujourd'hui. Enfin, heureusement et malheureusement. Ça dépend des produits, hein. Pour le miel, c'est pas automatiquement indispensable. Et le miel est rattaché à une image de naturalité qui n'a pas aujourd'hui besoin de rajouter du bio, hormis les compléments alimentaires. Et si vous voulez, aujourd'hui, il faut effectivement, à travers vos packaging d'étiquettes, utiliser des codes couleurs, des codes qui rappellent effectivement ce côté naturel et authentique, quoi. Et puis, vous avez aussi, il y a certains apiculteurs, j'en ai vu aussi, qui passent par des plateformes e-commerce parce qu'ils n'ont pas les moyens ou surtout le fait de se créer un site e-commerce, c'est pas très efficace parce que ça demande beaucoup d'investissement, comme je disais tout à l'heure. Il y a certains clients, j'en ai vu quelques-uns sur Amazon qui sont en distribution sur Amazon. Je sais pas j'ai pas de sujet là-dessus. C'est peut-être une solution de passer par des plateformes ou des box, parce qu'il y a aussi des sociétés qui vendent des box, qui vous achètent des box. Vous pouvez rajouter un de vos pots de miel, un de vos produits dans une box. Aujourd'hui, il y a des opérateurs en France qui proposent des box et ils ont besoin tous les mois de rajouter des produits dans leur box thématique. Et on peut aussi les contacter pour pouvoir proposer un de vos produits que vous vendez associé à une de ces box, qui permet de faire connaître votre marque. Et puis autrement, bah, développer l'expérience client à travers ce que je disais tout à l'heure, avec des ateliers, avec des coffrets, des abonnements, pourquoi pas, hein, faire abonner les clients, proposer un abonnement moyennant une remise à l'année de 10%, en contrepartie d'avoir l'engagement du client de venir tous les mois s'engager à acheter un pot de miel, j'en sais rien, ou un pain d'épices ou autre produit, pour les fidéliser. Et puis en prenant, voilà. Donc pour conclure, globalement, la diversification, c'est vraiment, et l'innovation sont des piliers pour aider les apiculteurs à pouvoir vivre de leur métier. C'est vraiment aujourd'hui plus que jamais indispensable parce que, on vit dans une société où malheureusement il y a pléthore d'offres aujourd'hui et les gens aujourd'hui ont besoin d'être surpris. Ont besoin d'être surpris. Ça n'empêche pas de faire des produits qui soient naturellement bons et qui soient authentiques, mais ils ont besoin d'être surpris, de sortir un peu des sentiers. Donc, observer un peu les grandes tendances de marché aujourd'hui aussi, voir ce qui se passe, voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas. Et à partir de ce qui marche, on peut peut-être faire des choses. Et c'est ce que j'essaie de vous dire, parce que moi, je me rappelle, chez Famille Marie, on est allé avec mon épouse
On est allé à Bali, on a fait du spa dans les années 2000, 2008, 2009. Et on est revenu en se disant, mais il faut qu'on ouvre un spa à la campagne, près des ruches, là, près du domaine, où les gens puissent utiliser, on va utiliser le miel comme gommant pour la peau, et puis des soins à base de gelée royale et de miel, et de tous les soins de la ruche. Et on a créé ça avec, à l'époque où je pense que tout le monde s'est un peu foutu de nous. Ça s'appelle de l'innovation, mais elle est très forte, parce qu'à l'époque, les spas n'étaient pas du tout, c'était pas comme aujourd'hui où les gens ont facilement l'usage du massage. Enfin, c'est assez répandu aujourd'hui dans toutes les catégories sociales. Et donc à l'époque, ça avait un peu surpris les gens et on a finalement réussi à en faire un succès. C'était compliqué au départ. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus propriétaires, mais le spa est une des activités les plus croissantes en cette période du groupe et qui emploie aujourd'hui 11 masseuses et qui utilisent exclusivement le miel comme hydratant pour la peau avec des produits de la ruche et des extraits de plantes et des huiles essentielles. Et donc là, il faut effectivement sortir de la sentier battu. Je vous invite à faire ça, voir un peu comment ça se passe, ce qui marche, quelles sont les tendances, et aussi, ben, restez vous-même aussi en même temps, mais essayez de sortir de tout ça pour pouvoir faire que votre métier d'apiculteur reste, mais que vous puissiez en vivre, et que à partir des actifs de la ruche, faire des produits qui correspondent à l'ère du temps. Donc voilà un petit peu mon approche. J'espère que ça n'a pas été trop long. Euh, Maintenant, effectivement, je vous propose, Foucault, que vous preniez la main et peut-être qu'effectivement, que maintenant on ouvre le débat, puisque c'est là où c'est intéressant, pour qu'on sorte de ce monologue. Voilà. Très bien. Merci de votre écoute à tous, hein. Je vous propose aussi peut-être de remettre la caméra, si vous voulez, ou après pour les questions, parce qu'elle s'était enlevée pendant la présentation. Alors, tac, tac, tac. Du coup, vu que je faisais la présentation, j'ai pas eu le temps de lire les questions. Donc, on va commencer par la première. C'était une question pour Christian. C'était quelles sont les démarches obligatoires pour pouvoir effectuer de la transformation? Donc, je sais pas trop à quoi exactement il faisait référence, mais peut-être que tu peux aussi parler des exemples de personnes qui transforment pour toi le pain d'épices et tout ça, par exemple, comme tu disais, ou ça... Non, 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 j'ai pas de transformateur, on fait à peu Ah, près t'en tout, as quoi, pas? Ah, ok, disons. d'accord. On fait à peu près tout, si ce n'est qu'il y a une formation obligatoire, l'HACCP, quoi, disons. Ouais. C'est un stage de formation qui t'apprend les rudiments sanitaires des transformations, quoi, là, c'est sûr. Après, si on n'est pas équipé pour ça, c'est vrai que pour faire les transformations, il vaut mieux aller dans des labos qui transforment et amener le produit de base et il le transforme, quoi, après avoir fait des essais sur une formulation que tu proposes, quoi, avec tes produits. D'accord? Voilà, une transformation c'est bien, mais il faut la vendre derrière. Alors tout à l'heure, j'ai vu que quelqu'un demandait aussi euh, qu'est-ce que c'était pour vendre, qu'est-ce qu'il fallait? Je sais pas, il y avait une question un petit peu comme ceci, c'est-à-dire, ben, pour vendre du miel ou quel que soit le produit, déjà, il faut être référencé, il faut surtout avoir un numéro ciré. D'accord? Si vous n'avez pas de numéro ciré, vous ne pouvez pas vendre vos produits sur les marchés, etc. Ça, c'est très important. Voilà, au niveau hygiène, il y a des formations pour ceci aussi. C'est, c'est assez classique, ça se trouve très, très facilement, hein. Nous, on Et- a fait des formations avec des chefs étoilés aussi. C'est perso, c'est tout ce que l'on veut, ça coûte cher, mais voilà, on a des bases de culinaires importantes quoi là-dessus. Comment Très, réagissent les produits, etc. Et ces gens-là t'apprennent beaucoup de choses, quoi. Et tu gagnes un temps énorme, énorme. très bien. Et comment t'as géré enfin, comment vous avez géré la charge de travail qui s'est accumulée en faisant de la transformation au fur et à mesure? J'imagine que les produits sont développés au fur et à mesure, mais Ouais, c'est 60 heures par semaine chacun, quoi, minimum. ouais. Non, mais je veux dire, c'est beaucoup de boulot, c'est vrai. Mais personnellement, ce qui nous anime avant toute chose, c'est la passion que l'on a pour avoir de nouveaux produits, pour le miel et pour les abeilles.
crois que si on n'a pas cette passion, on est simplement un pur commerçant, quoi. Mais on se considère pas comme ça. Comme le disait très justement Benoît, c'est une histoire. Pour nous, c'est une histoire familiale, c'est une histoire. Chaque produit a une histoire et on en parle à nos clients qui viennent voir la fabrication, etc. Ouais, c'est une passion avant tout, quoi. Des questions par rapport à la validation des produits cosmétiques notamment. Qu'est-ce qu'il faut pour valider un produit cosmétique, sachant que c'est des produits avec potentiellement des produits qui peuvent faire des réactions cutanées ou autres? Est-ce que voilà, il y a une méthodologie à Je, suivre? euh, euh, Benoît répondra mieux que moi, mais il complétera. Mais je sais que pour les produits cosmétiques, c'est beaucoup plus complexe, disons, parce que tu as la pharmacopée qui attend que ça pour te tomber dessus. Il y a des normes à respecter énormes, quoi. C'est pas si évident que ça, parce que moi, des fois, je vois sur les marchés des apiculteurs qui vendent des pseudo-produits qui sont bons pour la peau, des bombes, des trucs, sans vraiment des connaissances et sans autorisation. Et ça, je le déplore parce que s'ils ont un souci un jour, un accident au niveau hygiène, un accident de la peau qui réagit mal par rapport à des produits comme la propolis, etc., je crois qu'il est bien mieux euh, en tant que producteur, parce qu'on ne peut pas tout faire non plus, hein, il faut pas rêver, il vaut mieux acheter, mettons, des produits à base de propolis et les revendre, quoi. Hein, ça, c'est évident. Benoît, je sais pas ce que tu en penses, mais enfin, moi, je suis pas capable de faire ça, quoi. Je rejoins complètement Christian dans le sens où je suis tout à fait conscient que vous avez des structures, où vous avez beaucoup d'activités ben, liées à votre métier d'apiculteur et des contraintes de temps. Après, il faut effectivement s'occuper de la distribution et effectivement, la diversification ne veut pas dire tout faire soi-même. Effectivement, autant les recettes au miel dont nous parlions avec des plantes, ça c'est possible directement à la miellerie, mais sinon, pour tous les cosmétiques, les Ouais, réglementations sont assez compliquées parce qu'on est obligé effectivement de soumettre ça pour vérifier qu'il n'y a pas de toxicité, hein. Ça coûte très cher en charge fixe de mettre un produit cosmétique sur le marché et d'être en règle. Et je vous invite plutôt, comme disait Christian, il y a des sociétés comme, enfin, sans faire de pub, comme Propolia et tout, qui proposent de très bons produits, ou d'autres bien certainement, sûr. qui proposent des produits très bien et qui permettent d'avoir une offre, une petite offre supplémentaire sur votre étal, qui permet d'être différent. Après, effectivement, les savons, c'est aussi un marché. Bon, les shampoings, évitez, je vous disais, parce que je ne vous conseille pas de commencer par les shampoings, parce que c'est un tout petit marché et c'est compliqué. Mais autrement, effectivement, que ce soit la propolis, que ce soit les cosmétiques, il y a des sociétés aujourd'hui sur le marché français qui vendent d'excellents produits, qui, enfin, quand eux sont responsables de la mise sur le marché, quand vous les vendez, quand vous vendez leurs produits en l'état, eh bien, l'avantage, c'est que même si vous les emballez après dans vos coffrets, hein, vous faites derrière votre présentation pour que ça s'inclue avec votre gamme, eh bien, ces produits-là sont le responsable de la mise sur le marché, ça reste Propolia, s'il y a un problème réglementaire. Et donc, si vous voulez, en fin de compte, Propolia lui-même a fait, par exemple, Propolia ou d'autres marques, hein, a fait le nécessaire pour que ces produits soient conformes, mais il reste, si vous distribuez ces produits et qu'un client a un problème, vous pouvez effectivement vous retourner contre le fabricant et c'est pas vous, quoi. Bien Sinon, sûr. sinon c'est à la fois beaucoup de temps pour vous et des contraintes réglementaires importantes, les cosmétiques. Moi, je crois qu'avec ces produits, il ne faut pas hésiter à faire transformer euh, à des sous-traitants. Enfin, disons, c'est du travail à façon qu'on l'on appelle, quoi, hein. Avec ces produits, on donne, enfin, on met au point une recette avec eux, ils nous disent qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut pas, et puis on est sûr d'être dans les clous, quoi. Je veux dire, au niveau réglementation, quoi. Euh, Bien sûr, si, on peut pas tout faire. Nous, on fabrique, je disais tout ce qui est à base de miel, quoi, transfo du miel, mais le reste, je vends des bonbons, je ne les fabrique pas. C'est encore un autre métier, quoi. Il faut pas. Bon, c'est mon miel qui est utilisé pour ça, mais c'est du travail à façon, quoi. Voilà. Ouais, effectivement, on vous conseille plutôt de vous concentrer sur votre cœur de métier, les produits de la ruche, votre miel et le conditionnement à la miellerie, et voilà, G Royal. Mais par contre, pour le reste, faites appel à des sous-traitants et essayez de faire des produits sympas pour pas manger, pour pas gaspiller votre énergie, parce que vous avez aussi, vous devez vous occuper de vos abeilles, aussi de la distribution, et ça, c'est prioritaire. Très bien. Je vois pas trop d'autres questions, mais du coup, je vais peut-être vous en poser. Euh, Par exemple, sur les points de vente, bon, on connaît les points de vente classiques en vente directe. Christian, tu as la particularité d'avoir créé un point de vente. J'imagine que Benoît, à l'époque aussi, votre famille avait dû créer un point de vente peut-être au niveau local
avant de s'agrandir, quelles sont les contraintes pour se créer un point de vente à soi et comment un peu réduire des coûts, où on peut aller chercher des aides peut-être pour ce genre de création. Oui, Vas-y, Christian. oui, créer un point de vente, oui, c'est enrichissant, c'est valorisant, c'est vrai, mais c'est un coût, quoi. Je veux dire, soit tu le crées toi-même, qui tu penses que ça vaut le coup. Après une étude quand même financière, euh, tu peux être aidé par des experts comptables, des financiers, voir si ça vaut l'investissement ou pas. Ou alors, il vaut mieux peut-être louer des fois ou travailler à plusieurs, genre coopérative ou société à plusieurs, en GAEC, etc. Quoi, je veux dire, il y a quand même d'autres solutions. Nous, on a créé ceci parce qu'on le voulait comme ceci, mais avant tout, pour créer quelque chose comme ça, à moindre coût, il faut déjà être référencé agriculteur ou jeune agriculteur, suivant où tu veux te placer. Si c'est sur des terrains agricoles, très bien, c'est relativement moins cher l'investissement du terrain. Mais si c'est dans des zones urbaines, etc., c'est très, très compliqué, c'est très, très, très compliqué, très, très difficile. Et bien sûr, en tant que jeune agriculteur, c'est-à-dire jusqu'à 42 ans, quoi, hein, ou 43, je ne sais plus quelle est la limite, bon, tu peux avoir des aides directes de l'Europe, quoi, aussi, là-dessus, quoi, hein. C'est intéressant, des aides qui sont assez conséquentes. Si tu fais très attention, si tu travailles en amont correctement le projet. Il faut pas y aller à l'aveugle. Et je dois dire, chez nous, ma fille s'est occupée de ça. Elle y a passé 2 ans avant que l'on démarre. Mais ces 2 ans qu'elle a passé dans des papiers, dans des relevés, etc., ont été très importants. Pourquoi? Parce que les réponses qui étaient données par l'administration étaient des fois erronées, des fois pas complètes, parce qu'ils ne connaissent pas notre métier, parce qu'ils ne savent pas, ils vont pas jusqu'au bout de la démarche. Et pour qui que ce soit, si vous voulez vous installer, construire une miellerie, des logements, etc., tout ça, je crois aller au fond du problème. Il faut pas vraiment se fier quand un interlocuteur, en l'occurrence peut-être une chambre d'agri ou un banquier. Ce n'est pas ça. Pas du tout. On ne perd pas du temps, au contraire, on gagne de l'argent. Ouais, surtout pas un banquier, c'est pas le meilleur conseiller sur le sujet. Mais par contre, effectivement, pour compléter ce que dit Christian, moi je pense que globalement, pour tous ceux qui nous écoutent, je vous invite surtout pas à prendre un loyer dans un magasin parce que c'est hyper cher. Ça nécessite d'être là 5 jours sur 7. Moi je trouve que l'agilité des marchés, et j'ai lu un article l'autre jour sur l'incroyable résilience du marché des marchés alimentaires. En clair, aujourd'hui, on est dans un pays où globalement les gens vont acheter en grande distribution. Mais j'ai eu un article très intéressant sur, à la surprise de tous, les marchés alimentaires de France connaissent un regain, mais en tout cas un maintien comment dire, de fréquentation qui est surprenant au vu de l'évolution Ouais. de la consommation. Et c'est un lieu où vous avez déjà l'attraction, le passage obligé parce que vous êtes à côté d'un boucher, du boulanger, du marchand de légumes. C'est génial. Et moi, je vous invite vraiment. Alors, vous pouvez avoir soit un petit chalet, soit un petit fourgon qui peut être sympa, qui est original parce qu'il attire l'œil, qui fait office de petit fourgon magasin, si vous ne voulez pas vous ennuyer à monter un stand. Mais franchement, je vous invite à faire les marchés. Les marchés de France, c'est un lieu parfait où vous avez un coût d'accès qui est très très bas parce que vous payez une redevance. Le plus difficile, c'est d'être fidèle sur le marché pour pouvoir garder une place qui soit un bon emplacement. Mais vraiment, je vous invite à utiliser ce potentiel de fréquentation déjà existant que les marchés à un coût qui n'a rien à voir avec le loyer d'un magasin. Et sinon, vous pouvez aussi tenter les marchés de Noël, sous réserve que les marchés de Noël soient bons, parce qu'il y a beaucoup de marchés de Noël qui sont des marchés à vente de bricoles ou de babioles. Mais il y a certains beaux marchés de Noël organisés 2 jours à votre domaine ou pour Noël. Vous faites venir deux, trois producteurs du coin avec des petits chalets ou pour faire un mini marché pour attirer du monde, au moment où les gens ils recherchent aussi en ces périodes-là, acheter des cadeaux, quoi. À se dire, qu'est-ce que je vais offrir à Noël? Ah ben c'est super, on va aller chez l'apiculteur, tiens, on va peut-être trouver des idées de Noël. Et là, si vous voulez, il y a des opportunités comme ça, mais
vraiment, moi, je ne vous invite pas à louer une boutique. Enfin, je connais bien le sujet. Il faut d'ailleurs une offre très forte, être solide financièrement, avoir le temps, être structuré pour ça. Et vous avez aujourd'hui des priorités de production, de distribution, d'innovation et de diversification à vous occuper. Après, aller sur des endroits où il y a déjà une fréquentation forte, parce que le commerce, enfin, le facteur, la clé de succès numéro un du commerce, c'est l'emplacement. Et c'est l'emplacement, et c'est l'emplacement, et la fréquentation. Et si vous voulez, donc, ça ne vous empêche pas, chez vous, à côté de la mielerie, d'organiser deux ou trois portes ouvertes par an où vous allez faire venir des gens. Mais les marchés, c'est vraiment juste génial, quitte à faire deux marchés par semaine, si vous n'avez pas à faire ça tous les jours. Mais je vous invite vraiment à ça parce que c'est un lieu de vente qui est parfaitement adapté pour vos métiers. Ça n'empêche pas d'innover. Ça n'empêche pas d'avoir un beau stand, d'avoir un petit fourgon ou je sais rien. Mais c'est beaucoup moins onéreux en termes d'investissement que les boutiques. Complètement d'accord avec toi, Benoît. C'est ce que nous faisons et par le marché, on rabat les clients et les nouveaux clients sur la mielerie après, quoi. Et c'est Mais vrai que grâce au marché. je vois effectivement, je lis les commentaires en même temps, une personne effectivement bon, je crois que c'est Olivier qui cite, non, c'est Caroline qui parle de la philosophie du marché n'est pas égale sur l'ensemble du territoire. Effectivement, c'est en rapport avec la disparité de fréquentation de nos territoires. Si vous êtes dans la Creuse, effectivement, vous avez moins de monde que dans certaines autres régions. Euh, Essayez de trouver des modes, des solutions agiles comme ça. Des solutions agiles pour mais aller chercher là où il y a la fréquentation. Et le marché, c'est là. C'est vraiment très adapté. Mais en tout cas, ce qui n'empêche pas que il faut être commerçant, il faut être original, il faut que les gens s'arrêtent sur vos stands parce que vous avez créé quelque chose d'original, hein, euh, qui fait que les gens s'arrêtent. Je me rappelle très bien sur les marchés des vieilles méthodes où on avait la ruche vitrée et où les gens s'arrêtaient. Et dès que les gens s'arrêtaient, il faut montrer la reine aux enfants. Ça permettait de faire goûter le pain d'épices, de commencer la discussion pour pouvoir rentrer en confiance et après raconter l'histoire du produit. Ça se passe comme ça le commerce, hein, c'est aussi simple que ça. Et puis se rappeler du prénom des gens, se rappeler des gens. Mais en tout cas, je vous invite vraiment, moi, sur les marchés de France, c'est une belle opportunité, même si malheureusement, comme disait Caroline, il y a pas, il y a pas enfin, c'est pas équitable selon les régions. Exact. Très bien. Et une question aussi sur, je pense que ça concerne ça. C'est sur les châtelets en vente directe self-service. Donc, je pense que le mot self-service, c'est pour parler des automates, entre guillemets. On voit ça avec pas mal de ventes directes, avec notamment des légumes. Pour le miel, j'en ai pas vu pour l'instant, mais j'imagine que c'est tout à fait faisable, mais plus facilement faisable vu qu'il n'y a pas de date de péremption courte. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ces solutions? Et voilà. Christian? On est en train d'étudier ça, mais je trouve ça assez cher quand même, hein. Le prix des distributeurs, enfin des automates. Pourquoi pas? On n'a pas encore testé, mais on a demandé à pas mal de clients qu'est-ce qu'ils en pensaient, qu'est-ce qu'ils feraient si même devant la mielerie, quand on est fermé, il y aurait un automate. Ben, c'est très disparate. Il y en a qui nous disent, ben oui, pourquoi pas, mais ils viennent aussi, je le répète, pour l'accueil. Ils viennent aussi pour une histoire. Ce que tu disais, Benoît, c'est ça, quoi. Ils viennent pas simplement chercher une pizza et puis voilà, quoi, un pot de miel. Ils viennent. euh, Quand il fait très chaud chez nous, bon, on est réfrigéré dans la mielerie, si tu veux. Ils viennent aussi se mettre à température sympa, parler un moment. C'est vrai qu'il faut prendre du temps pour ça et c'est pas du tout la même approche. Pas du tout, quoi. Pas du tout. Peut-être en ville, c'est plus faisable en ville que chez nous. Mais j'en suis pas sûr, quoi. Je suis pas sûr de ça. Mais, sauf erreur de ma part, tu me reprendras, Christian, la vente directe, ça représente bien entre 40 et 45% de la distribution en France pour le miel. Oui, ouais, 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 ouais. Et ce qui est juste incroyable, parce que là, tu viens de dire une vérité, et je te rejoins sur le sujet. Moi, je ne suis pas du tout convaincu, je suis un consommateur moderne, mais pas du tout convaincu que la distribution, que le self-service, pour répondre à la question d'une personne là, dans le webinaire, soit une bonne idée pour le miel, parce que le miel, c'est un produit affectif. Et Ouais. vous n'achetez pas un pot de miel comme vous achetez je sais rien, un pot de yaourt je sais pas, un baril de lessive enfin un produit. Enfin, aujourd'hui, si
45% des Français achètent encore leur miel en vente directe, bon, c'est-à-dire tous les marchés de France, par-ci par-là, et bien c'est parce que ce produit est tellement rattaché à de l'affect qu'ils ont besoin de voir derrière le miel un homme. Sinon 90%, comme beaucoup de produits alimentaires, 90% des ventes se feront en GMS. Mais heureusement, et c'est une bonne nouvelle, c'est que le miel est un produit affectif et les gens ont besoin de voir un homme derrière ça, un humain, un apiculteur qui leur parle. Et c'est l'image qui est rattachée au miel pour une grande partie des consommateurs. Ouais, absolument. Très bien, une question qui a été posée plusieurs fois du coup sur plus l'aspect en tant que revendeur. Vous recevez sous forme le miel sous forme de seau, en plus ou moins grande quantité selon les cas. Et quelles sont les formalités et obligations pour le mettre en pot par la suite pour pouvoir le commercialiser? Je me dis que c'est les Euh, mêmes que pour un apiculteur classique, mais je je comprends pas trop la question, c'est-à-dire quelle formalité, pourquoi, comment, je, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de formalité pour mettre en pot, si ce n'est au niveau hygiène, etc. Il faut être dans les clous, quoi. Je veux dire, il y a pas à se formaliser si c'est un fût ou si c'est un seau, quoi. Il y a pas, dans le transport, il faut faire attention que ça prenne pas la poussière, évidemment, hein, qu'il n'y ait pas d'impureté, etc., quoi. Mais tout contenant, quoi, hein. Mhm. C'est pas sous vide, il y a rien, quoi, hein, non. Le miel a une chose extraordinaire, c'est que le miel, effectivement, n'est pas soumis à des règles aussi strictes que beaucoup de produits alimentaires, pour les raisons que vous connaissez tous. Après, on peut des fois se retrouver, lorsqu'on ouvre des fûts de miel, c'est arrivé d'avoir, bien sûr, au-delà de l'écrémure qui est en surface, quelques abeilles mortes qui ont été effectivement mal filtrées, quoi, hein. Après, on refiltre le miel, donc effectivement, sur le Oui, sujet, là, on parle bien du produit. Ce que vous proposiez, ce dont tu parles, Foucault, c'est une question relative à la vente. Je reçois le seau de miel avant de le conditionner ou c'est prêt à conditionner pour le client? de ce que j'ai compris, c'est que vous recevez le seau et après, comment vous allez faire pour le conditionner pour le client. Mais du coup, la personne a fait une précision, faut-il un laboratoire? C'était ça l'objet de sa question. Et du coup, c'est les mêmes, enfin, comme tu dis, c'est pas la même chose que de la viande ou du fromage ou je sais pas quoi. C'est beaucoup moins rigoureux. Après, Ouais. faut que ce soit propre. Mais en apiculture, la France a encore la chance d'avoir une réglementation relativement souple en termes d'hygiène, ce qui n'empêche pas que qui peut le plus peut le moins, hein. Après, ça dépend chacun de balayer dans sa porte, surtout si vous avez des clients qui sont amenés à visiter la mielerie. Mais globalement, l'objectif, c'est que le pot de miel soit parfaitement propre et qu'il soit exempt voilà, de crémure, d'abeilles mortes ou de cire, quoi, hein. Voilà. bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, je pense qu'il y a aussi un sujet intéressant pour les gens qui nous écoutent. En termes de diversification de distribution, on peut aussi imaginer que, moi je pense qu'il y a aussi dans tous les villages, on parlait de Dancy tout à l'heure aussi, je pense que les prescripteurs intéressants, c'est aussi le boulangerie du coin aussi. La boulangerie du coin, vous pouvez quand même, pour être connu, pour vous faire connaître, peut-être avoir du miel distribué dans la boulangerie du coin. Je n'ai pas dit que c'était un système de vente directe, parce qu'on passe par la redistribution, mais qui, dans les villages, et notamment, j'entendais parler d'une personne tout à l'heure qui est un peu dans des régions un peu qui sont avec une densité un peu moins élevée de population, les boulangers sont très très bons relayeurs et les gens achètent facile. C'est des lieux de consommation de miel aussi. Ou d'autres produits dérivés du miel. Voilà. Ouais. Et pour préciser tout à l'heure la question du coup sur l'automate, c'était pas enfin la personne parlait pas d'un automate, mais du coup je pense que c'est faisable dans des petits villages, mais pas partout. Un système de self-service avec comme une caméra qui surveille, mais du coup les gens déposent l'argent, récupèrent les pots et voilà. Mais c'est faisable dans certaines situations. Il y Euh, a, il y a un truc qui est pas mal en innovation, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais je pense que certains d'entre vous le font peut-être aussi. Si vous faites les marchés et tout, essayez d'avoir une cuve. Je crois que c'est Thomas qui vend des cuves comme ça, toutes prêtes en inox, où vous proposez, vous versez un seau dedans, quoi, pas trop non plus, avec un miel qui reste plutôt liquide, pour proposer aussi du miel où les gens se remplissent à la cuve. Et une fois qu'ils ont un pot, après, il peut être consigné et ils peuvent venir remplir leur pot. Je ne sais pas si certains ont pensé à ça, c'est déjà existant. C'est pas très innovant, mais c'est des choses sympas aujourd'hui qui font aussi qui fidélisent les clients.
Et pour compléter ce que tu dis, chez nous, dans le sud, puisque j'habite dans le sud complètement, on a beaucoup de vacanciers qui viennent sur les plages, quoi, de la Méditerranée. Et les marchés nocturnes sont friands de tout ceci. Et les cuves, personnellement, on les éclaire, puisqu'elles Oui, sont oui, c'est translucides. magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique, quoi, hein. Ouais, 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 Avec un ouais, ouais. spot comme une piscine, quoi, au fond, quoi. Ouais. C'est, c'est très, très, très joli, quoi. Aussi éclairer des pots de miel par derrière quand ils sont encore liquides. Oui, Les différentes couleurs, c'est fabuleux, quoi. Il faut être un peu inventif. Il faut attirer le client. Il faut qu'il comprenne euh, qu'il n'a pas n'importe quoi et n'importe qui devant lui, quoi, hein. Il faut être fier de ce que l'on fait. Moi, je suis très fier de ce que l'on fait, quoi, hein. Ah oui, oui, oui. Et j'en ai pas peur. Je peux le défendre. Bec et ongle, et pourquoi je le fais, quoi. et puis développer la dégustation, hein. Ah oui, Pensez obligatoire. à ce que ça va développer en termes de taux de transformation sur la vente d'un produit alimentaire, en tout cas. Très bien. Une autre question donc, sur les dépôts-ventes, donc là chez un buraliste en l'occurrence. Est-ce que les facturations sont obligatoires parce que la personne se demande si elle est dans la légalité parce qu'elle ne le fait pas dans son cas précis. Mais Ah, c'est risqué et péril. oui. Donc c'est en dehors des clous, mais voilà. Ah, c'est entre nous. Ouais. Très bien. En dépôt-vente, il y a une obligation surtout de prix. C'est ce qu'on appelle un dépôt-vente. Ah, d'accord? Autrement, si tu dis je laisse de la marchandise et vous vendez le prix que vous voulez, non, c'est pas un dépôt-vente, ça, hein. Il y a un contrat pour un dépôt-vente. Il faut pas l'oublier, quoi. Après, c'est plus du dépôt-vente, hein, c'est de la vente. Il paye plus tard, d'accord, mais c'est plus un dépôt-vente, quoi. Dans le terme légal de la chose, hein. Et vous pouvez aussi, hein, vous pouvez, n'hésitez pas, lorsque vous faites de la revente ou un petit dépôt-vente, un supérette du coin, chez le boulanger ou le buraliste, à indiquer les prix de vente conseillés que vous souhaitez. Ça permet d'avoir une politique commerciale si vous faites aussi de la vente directe qui soit relativement alignée pour le consommateur, parce que le consommateur ne va pas comprendre pourquoi il achète le pot chez le buraliste, je dis n'importe quoi, 20 euros, alors que chez vous, il l'achète, enfin, il va trouver ça un peu, il faut essayer d'être cohérent, quoi, en Et termes de du coup, Bien communication. sûr. l'indiquer sur le pot, c'est bien ça? Non, mais quand vous vendez à des revendeurs, c'est leur indiquer vous faites ça, vous faites une impression, un petit tableau avec vos différentes références et en face le prix de vente conseillé, D'accord. Oui, ouais, ouais. qui correspond à votre prix de vente à vous pour que ce soit cohérent, quoi. Très bien. Alors, je vois pas d'autres questions pour l'instant. Euh, je vous propose éventuellement de faire des remarques, voilà, si vous avez d'autres choses qui vous viennent en tête ou des éléments que vous aimeriez apporter. Sinon, on va doucement commencer à clôturer, sauf si vous avez d'autres questions, voilà, n'hésitez pas à les poser rapidement. Euh, Est-ce que ce webinaire sert à certaines personnes, quoi? Ça serait intéressant d'avoir un petit peu leur retour. Est-ce que c'est intéressant, quoi? D'accord? Ok. Moi, je veux savoir si ce format de 1 heure et demie, en gros, est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il faut faire plus court? Enfin, ça, c'est pour améliorer la chose pour nous, quoi, hein. L'objectif, c'est d'être efficace, hein, pour vous rendre, peut-être répondre à des questions. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a répondu à des questions? Est-ce que c'était trop vague? Est-ce que les différentes informations qui ont pu vous être délivrées sous l'accord de Foucault pourront vous être envoyées par PDF ou autre? Est-ce que c'est des choses qui vous parlent? C'était pour vous concret ce qui s'est dit ou c'était trop vague? alors, Je vois tous les retours sont pas mal, hein. oui, les retours m'ont l'air positifs. Oui, évidemment, on pourra la mettre du coup sur le site, la présentation. En dessous, vous aurez le lien de la rediffusion et on mettra enfin, les présentations au format PDF en dessous. Alors effectivement, je me rappelle il y a quelques années, pour conclure, hein, pour avancer, juste pour un point sur la discussion de ce jour-là, il y avait eu quelques années, j'ai souvenir, il y a 15 ou 20 ans déjà,
de l'idée que nous avions eue de créer une sorte de plateforme des apiculteurs, une sorte d'Amazon des apiculteurs français, qui pourrait être fait par un, où ils puissent, en quelque sorte, où avec une carte de France, les gens puissent se servir, où chacun ait sa petite boutique à l'intérieur d'une plateforme. Ça, c'est une Ouais. idée auquel j'avais pensé il y a quelques années, qui pourrait être intéressante avec un discours très, un discours sympathique, qui soit, et une sorte de plateforme commune où les apiculteurs puissent directement, je crois qu'il y avait un modèle qui a été créé comme ça à l'époque, où après les apiculteurs recevaient directement la commande, ils envoyaient directement ça aux clients, et ça leur permettait de ne pas avoir de stock à envoyer sur la plateforme. Et il y a une sorte de plateforme qui peut être mutualisée et d'être avec des gens de marketing qui pilotaient la création de la plateforme pour créer enfin, quelque chose d'assez vendeur, quoi. Et où les gens pouvaient se promener sur toute la carte de France, avec où chaque fiche apiculteur, il y avait la photo de l'apiculteur, un peu de sa mielerie, de ce qu'il faisait, de son histoire, et où les gens pouvaient se servir un peu chez les apiculteurs et recevoir Ouais, directement ouais. un pot ou deux pots ou trois pots. C'était une idée, je me rappelle y avoir pensé il y a 15 ou 20 ans. Je ne sais pas si c'était créé depuis, mais en tout cas, c'est peut-être aussi des idées aussi de créer chacun un site internet de son côté, d'essayer de se mutualiser, qui pourrait être une sorte un peu comme Amazon, mais qu'avec des producteurs de miel français, enfin que des apiculteurs. Notamment, peut-être que c'est un sujet qui pourrait être réfléchi. Euh, Ce qui est intéressant aussi, qu'on a mis en place, pas personnellement, mais c'est au niveau syndical, on dira, dans des syndicats départementaux, euh, pour ceux qui le peuvent, réunissez-vous, adhérez peut-être à des syndicats pour faciliter la chose, pour pour que vous puissiez organiser des fêtes de miel. C'est vraiment des journées exceptionnelles au niveau vente de miel. Et sachez une chose, plus il y aura d'offres, c'est-à-dire plus il y aura d'apiculteurs, meilleur sera le rendu pour chacun. Moi, j'ai organisé la fête de, de l'agglomération de la métropole de Montpellier il y a 15 ans. On m'a pris pour un fou. Les copains apiculteurs m'ont toujours dit, mais Christian, tu es malade, on va être 20, 25 apiculteurs, on va rien faire, etc. Ben, c'est tout le contraire qui s'est passé, quoi. Il faut une bonne communication, je ne dis pas non. On a été aidés aussi, on nous a pris au sérieux, mais on s'est appuyé sur le syndicat local pour ça. C'est pas deux ou trois apiculteurs qui pourront faire ça parce qu'on n'est pas pris au sérieux à ce niveau, et c'est normal, je crois. Mais il faut des structures qui tiennent la route au niveau départemental ou métropole, etc. Et je vous assure que ce qui se passe dans ces fêtes, elles sont attendues sur une journée D'accord. Je vois aussi, qui est en banlieue de Montpellier, il y a en moyenne 10 000 personnes qui passent en 6 heures. Et en 6 heures, il y a les deux tiers qui partent avec les bras chargés d'un panier à chaque bras de miel et de produits de la ruche. Et ça, c'est vraiment fantastique. Ce produit-là, je l'envoie chez un collègue et lui il fait la même chose. Et ça, c'est quand même quelque chose que vous pouvez appréhender et organiser chez vous partout, quoi. je me permets, par rapport à la plateforme, de vous dire qu'il existe. Enfin, je suis en train de regarder. Apparemment, il y a une plateforme, je ne sais pas ce que ça donne, hein, qui s'appelle plateforme.laplateformedumiel.fr. Je vais mettre sur le Zoom, je vous mets ça là, je vous mets le lien là, je pense, ici. C'est bon, je viens de l'envoyer sur le Zoom là. En fin de compte, il y a apparemment une plateforme existante. Alors, je ne sais pas ce que ça donne, si ça marche ou pas. Où effectivement, il y a les gens, si vous cliquez dessus, peuvent aller choisir par département, les apiculteurs, le type de produit. Et après, effectivement, chacune des. Alors, par contre, c'est un peu artisanal, quoi. Ça manque peut-être un peu de commercialité. Et où effectivement, les D'accord. gens retrouvent le miel et tout. Alors, je ne sais pas s'ils peuvent commander directement. Oui, ils peuvent commander apparemment. Mais je ne sais pas comment ça marche. Peut-être aussi à creuser un peu sur ce sujet-là. Et peut-être pour les gens. Et Parce que, apparemment, on peut déposer une annonce, mais je ne sais pas ce que ça donne en termes de volume. bon, ben, Foucault, si c'est OK, tu nous dis. Il y a une petite dernière question. Alors, peut-être préciser le minima pour commercialiser et faire les produits transformés. Et est-ce qu'uniquement un siret suffit? Euh, Le minima, ça veut dire quoi? Par rapport à quoi?
Ouais, je me demande comment j'imagine c'est dans le enfin à quel moment ça peut devenir rentable de par rapport au volume de production de faire de la transformation peut-être, mais ça dépend du coup des coûts. Enfin ouais non je sais pas trop dans quel sens était posée la question. Euh, C'est c'est difficile à répondre. Et puis, quand on fait dans la transfo, si on sait pas trop bien où on va, si on n'a pas fait une petite étude de marché, etc., il faut avoir les reins solides parce que si ça marche pas, que tu vas aveuglette, c'est pas quand même le top, quoi. Faut faire très attention quand même, hein. La transfo, c'est une chose, mais c'est pas le tout de transformer, il faut vendre. D'abord, il faut être sûr de. Non, mais c'est pour ça, quelquefois, il est bien d'avoir un ou deux revendeurs qui permettent d'absorber quand même des coûts fixes et d'avoir un peu de volume. Et en parallèle, après, de se concentrer sur la vente directe lorsqu'on est limité en termes de disponibilité de temps, hein. Ça, Oui. effectivement, Mm. il faut en être conscient pour une partie des gens qui nous écoutent. Et en fin de compte, après, peut-être que en transformation, comme pour rebondir un peu sur ce que dit Christian, c'est que à la fois essayer aussi de s'approvisionner par des opérateurs qui proposent de produits prêts, clés en main, pour pas prendre autant, ou alors peut-être se spécialiser en une transformation. Moi, je connaissais des apiculteurs qui étaient spécialisés en pain d'épices. Ils étaient très très bons dans le sujet. Ils revendaient aussi à d'autres apiculteurs après aussi. Donc, ils avaient une activité à la fois de B2C, enfin de vente directe, et de B2B, de vente aux professionnels, aux apiculteurs. Et ils avaient trouvé un axe de valorisation de leurs produits en se spécialisant sur un produit de diversification aussi. Il ne faut peut-être pas non plus partir dans tous les sens, parce qu'après, si vous avez 3 mètres linéaires de stand et que vous avez 150 produits, ça risque d'être compliqué aux clients de percevoir votre offre. Il faut aussi avoir une offre qui soit assez claire quand même, qui soit bien claire dans son positionnement, quoi. Vous savez, il faut pas prendre les gens pour des imbéciles dans le sens que dans la vente directe sur les marchés, mettons, moi je connais pas d'apiculteur qui ait plus de 7-8 miels, quoi. 10 le maximum. Quand vous avez 15-20 miels, c'est pas vrai, c'est pas un apiculteur, quoi. C'est pas vrai, il achète, il revend, quoi. C'est plus un apiculteur, c'est un commerçant, quoi. Pourquoi pas, hein, mais je veux dire, faut bien entendre ce que ça veut dire. Un apiculteur, c'est quelqu'un qui récolte lui-même, qui met en pot lui-même, etc. Ou qui fait faire, hein, je dis pas non, mais sur les marchés, moi je le remarque quand même, il y a beaucoup de vendeurs de miel, mais il y a peu d'apiculteurs, réellement, Ouais, c'est vrai. hein. Alors, bien sûr, des fois, on se heurte à ces gens, ces commerçants qui achètent des miels euh, pour nous en Espagne ou en Italie, mais surtout en Espagne, et qui revendent ça sous l'appellation bleu, blanc, rouge, quoi. Là, c'est la tromperie purée. Et tout à l'heure, tu en as très bien parlé. Il faut faire très, très attention à l'étiquetage, quoi, hein. Ça, c'est quand même un gros souci que l'on a, quoi, sur les marchés maintenant, hein. Ouais, Et les marchés de France, il y a beaucoup de fraude sur les marchés de France, hein. ouais, ouais. Enfin, il fut longtemps, la grande distribution était pointée du doigt, mais il y a aussi de nombreuses fraudes sur les marchés. Voilà. En tout cas, ce qui est peut-être que aussi orienter un peu ces innovations sur, par exemple, les miels dont nous parlions, les recettes au miel, à partir d'autres miels, y ajouter que deux, trois ingrédients pour faire des préparations à base de miel, sympathiques, gourmandes ou bienfaisantes. Commencer à tester un peu ça de manière agile hein, dans votre miellerie, quoi. Mm. Faut y aller doucement. Quand vous préparez vous-même, faites un produit ou deux de plus par an, mais pas plus. Il faut pas croire que trop de produits, c'est pas bon non plus sur un marché parce qu'ils n'y s'y retrouvent pas, quoi, hein. Ouais. J'ai vu qu'il y avait Jean-Marie Sirven, là. Il est toujours là, par là? Ah, je sais pas, mais j'ai pas eu le temps de lire ce qu'il a Ah oui, écrit. Jean-Marie, Oui, non, il, bonjour Jean-Marie. il a parlé de la fête du miel qu'il organise du coup c'est le 33, c'est Ah, dans ça? l'Auvergne, là, oui, oui, Alors oui, depuis c'est ça. 33 ans dans l'Auvergne, Ah, ça, ah, ah. la centrale. Ouais, du coup voilà, mais il y a plusieurs personnes qui témoignent des fêtes du miel dans différentes périodes, différentes régions où ça marche visiblement très bien. Ouais, ouais. Bon, Foucault, il faudra peut-être prendre une question ou deux de plus, puis après on clôture, là. Oui, 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 oui. Alors, attends, excusez-moi. Le seul miel de la pipe peut être commercialisé. Oui, eh ben alors c'est ce dont on parlait tout à l'heure, mais peut-être le repréciser. Pour les produits transformés, le numéro de siret ne suffit pas. Il faut une autre chose pour pouvoir transformer ces produits et les commercialiser. Vous en avez parlé tout à l'heure. Par contre, ce qui est important lorsqu'on propose des produits qui ne sont pas de sa production, c'est juste de ne pas induire en erreur
le Ouais. consommateur, hein. C'est uniquement ça en termes d'étiquetage ou sur le packaging, pour pas que le consommateur ait l'impression que ce soit votre production alors que ça ne l'est pas. C'est qu'aujourd'hui, heureusement, la démocratie permet quand même aux agriculteurs de pouvoir proposer des produits dérivés qui ne sont pas nécessairement automatiquement de sa production, hein, mais qui peut être conditionné par lui, mais qui peut être, ou là, effectivement, ça peut être un miel qui est sélectionné par l'apiculteur et qui est récolté, mais sélectionné et mis en pot, et non récolté. Et effectivement, il y a une notion compliquée. Il y a un sujet juridique historique avec une marque connue de grande distribution depuis 20 ans, sur une marque déposée qui a fait le feu enfin, qui a nourri de nombreux avocats, qui malheureusement, en termes de jurisprudence, n'a pas abouti sur une condamnation. Mais effectivement, il faut éviter de faire croire aux consommateurs que le miel, si vous avez des produits qui ne sont pas de votre production, que ce soit votre récolte. Donc là, effectivement, c'est important d'indiquer que que c'est une sélection et que ça n'empêche pas d'expliquer que ça peut être conditionné dans la mielerie. Si pour des raisons X ou Y, vous avez besoin d'un miel d'acacia et que si vous n'avez pas suffisamment d'acacia parce que la récolte a été mauvaise, achetez deux ou trois fûts à un collègue, ça n'empêche pas de le vendre. Après, effectivement, l'idée, c'est d'éviter de dire que c'est sa production, quoi. Hein. Très Je sais pas. bien. Ouais, c'était très clair. Et la question, enfin, demandait aussi s'il y avait enfin, une norme en plus pour enfin, pour vendre des produits transformés, mais ses propres produits transformés aussi. Mais du coup, non, il n'y a pas besoin il y a pas de besoin particulier. Donc voilà, le numéro de tiret suffit. Merci pour vos réponses extrêmement complètes et pour vos présentations qui l'étaient tout autant. Je vais vous laisser un mot de la fin si ça vous va, chacun, une petite phrase de fin peut-être. Vas-y, cher ami. Oui, ben moi. Vas-y, Benoît, je conclurai, hein, si tu as quelque chose à dire. Enfin, moi, j'étais très heureux de participer à ça. Si ça a servi, c'est ça. À l'arrière, c'est ce qui m'importe. En fin de compte, moi, je suis convaincu que vous avez tous des talents à inventer des choses. Et on se fait quelquefois des freins sur l'innovation produit. Essayez de faire ce que vous paraît bien. Pensez à vous transposer à la place du client qui ne connaît pas automatiquement les abeilles, tout ça, lui qui veut avoir envie d'acheter le miel et de le goûter. Soyez commerçant, soyez innovant, offrez du service à vos clients. Des fois, ça coûte pas cher, hein. Quand je vous parlais des coffrets cadeaux, vous avez des fois des produits, il faut juste les présenter. Mais en tout cas, moi, je suis convaincu qu'il y a des sources aujourd'hui pour essayer de valoriser vos produits. L'apiculture française est une filière en difficulté, certes, mais qu'on n'a pas de pétrole, on a des idées. Il faut essayer d'innover et de trouver des solutions pour pouvoir être différent et sortir du lot, quoi. Donc, en tout cas, je vous invite à être inventif, à croire en vous. Vous avez des produits, enfin, l'apiculture française a des miels superbes. Il faut juste les valoriser et être différent des autres et puis accompagner les consommateurs, être commerçant, quoi. Ayez l'esprit commerçant avec vos potentiels clients, quoi. Faites rêver, emmenez vos clients dans les champs de fleurs avec les abeilles et vous vendrez du miel. Merci beaucoup. Et Benoît, pour ces paroles encourageantes, je crois que on en a besoin, mais on a un métier ou une passion qui nous anime, nous, apiculteurs. Il faut savoir quand même que l'apiculteur n'est pas spécialement aidé au niveau gouvernemental, n'est pas sous tout système financier d'aide systématique, etc. Et malgré tout, il existe, et je pense que l'apiculture existera longtemps. Il y a beaucoup de combats qui se mènent au niveau syndical, c'est vrai, contre les pesticides, le frelon, etc. Mais je veux dire, on a une opportunité sur ce produit-là, les produits de la ruche, phénoménal. Il faut avoir simplement l'envie de le faire et y croire. Moi, je crois qu'il faut y croire parce que on en est quand même toujours sûr. L'apiculteur
son essence, je crois, c'est l'innovation, c'est son bureau, c'est la nature, et je crois que à travers ceci, il comprend beaucoup de choses. Il arrive à réguler et régler beaucoup de situations difficiles, contrairement à d'autres filières qui attendent la bouche ouverte que ça tombe de l'Europe ou que ça tombe pour compenser des pertes, etc. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais moi, ce qui m'enthousiasme là-dedans, c'est que les jeunes générations qui arrivent, c'est vrai, ça ne sera pas peut-être facile pour eux, mais il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à découvrir au travers de l'abeille. Sachez une chose, moi, il y a 50 ans que je fais de l'abeille. D'abord, au début, c'était par plaisir. Je ne viens pas du tout d'une famille apicole, mais j'étais toujours émerveillé par le travail, par l'abeille. Quand j'ouvre une ruche, c'est un trésor que j'ouvre, quoi, chaque fois, quoi. C'est fabuleux. Voilà ce que je peux vous dire. Ayez conscience de ça. Faites attention surtout à l'étiquetage quand vous achetez un pot de miel et achetez local. C'est vrai que c'est quand même pas mal pour aider l'apiculture régionale, quoi. Merci à vous tous et peut-être un prochain webinaire. Oui, merci à tous. Et pour le prochain webinaire, ça sera le 11 décembre sur le bouleversement climatique. Et promis, on essaiera d'être positif, du coup, avec notamment les impacts sur la floraison et l'évolution des pratiques apicoles qui peuvent être appliquées en parallèle. Et pour nous parler de tout ça, on aura Hubert Guérilla et Étienne Bruno. Merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée, Bonne soirée, au revoir. un bon appétit à tous.